Dans les brumes épaisses de Londres victorien, chaque pas résonne comme un secret qui hésite à se révéler. Le bois craque, une montre bat, et l'air se charge de présages invisibles. Mais avant que le mystère ne s'ouvre, laissez-moi vous demander, d'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur lecture? Dites-le moi en commentaire. Maintenant, gardez votre souffle. Car derrière les murs feutrés et les archives effacées, une vérité oubliée s'apprête à surgir, plus tranchante que le silence lui-même. Ce matin-là, Londres semblait s'être retirée derrière un rideau gris et opaque, comme si la ville tout entière avait voulu se soustraire au regard de ses habitants. Le brouillard, lourd et épais, s'infiltrait partout, voilant les façades des maisons, enveloppant les passants de silhouettes fantomatiques et étouffant même les bruits de la circulation. Depuis la fenêtre de Baker Street, je contemplais ce spectacle morne et hypnotique. Des fiacres surgissaient de la brume pour disparaître aussitôt, et les réverbères, allumés malgré l'heure matinale, jetaient dans l'air une lueur jaunâtre, à peine capable de percer cette obscurité mouvante. Dans notre salon, la chaleur du feu de cheminée contrastait agréablement avec l'humidité glacée du dehors. Holmes, installé dans son fauteuil de velours, feuilletait distraitement un recueil de coupures de presse qu'il annotait parfois d'une ligne rapide. Moi, je profitais de cette accalmie pour relire quelques notes médicales, quoique mon esprit se perdît plus souvent qu'à l'ordinaire dans la contemplation du décor extérieur. Londres, par un matin de brouillard, a toujours sur moi un effet étrange, une impression de solitude et de mystère, comme si les rues elles-mêmes cachaient des secrets. Ce voile, pensais-je, avait quelque chose de symbolique, comme s'il annonçait qu'une énigme se préparait à se lever devant nous. Je savais d'expérience qu'aucune de ces matinées de brume ne restait jamais stérile à Baker Street. Tôt ou tard, un pas hésitant dans l'escalier, une silhouette sombre, entendîmes soudain la sonnette retentir. Le tintement, clair et insistant, perça le brouillard extérieur pour s'imposer dans notre retraite, comme une injonction du destin. Holmes leva un sourcil, un léger sourire effleurant ses lèvres, comme s'il avait attendu ce signal depuis l'aube. « Voilà, mon cher Watson, » dit-il en se levant avec une vivacité que je ne lui avais pas vue depuis des heures. « Le brouillard nous amène un visiteur. » Je m'avançai vers la porte, le cœur étrangement alourdi par une appréhension diffuse. Chaque coup de sonnette à Baker Street pouvait annoncer la souffrance d'un être humain. Une tragédie familiale, parfois même une menace mortelle. J'avais appris à reconnaître dans ce bruit métallique le prologue d'événements qui bouleverseraient notre routine et mettraient à l'épreuve l'intelligence de mon ami. Lorsque je posai la main sur la poignée, je jetai un regard à Holmes. Ses yeux brillaient d'une lueur que seul le mystère pouvait allumer. Je sus, à cet instant, que la quiétude de ce matin n'était plus qu'un souvenir, et que notre vie allait de nouveau s'entrelacer à l'énigme d'autrui. La porte s'ouvrit sur un homme dont la stature trahissait l'ancien soldat. Grand, le dos encore droit malgré l'âge, il portait un manteau sombre moucheté de gouttes de brume. Ses moustaches grises encadraient une bouche crispée, et son regard, bien que ferme, laissait deviner une fatigue plus morale que physique. Je lui fis signe d'entrer, et il pénétra dans notre salon d'un pas mesuré, tel un officier s'avançant vers une cour martiale. Holmes, qui s'était déjà replacé dans son fauteuil, l'accueillit d'un simple geste de la main. « Veuillez prendre place, colonel, » dit-il. « Votre démarche me laisse entendre que vous venez solliciter mon concours. » L'homme que nous apprendrions à connaître sous le nom de colonel Harrington ôta son chapeau et s'assit lentement. Un silence s'installa, comme si le poids des mots qu'il s'apprêtait à prononcer exigeait une préparation solennelle. Il s'interrompit un instant, son regard se fixant dans les flammes de la cheminée. Je percevais en lui une lutte intérieure, comme s'il hésitait encore à livrer un secret trop lourd à porter. Holmes, impassible, observait chaque inflexion de son visage, chaque tressaillement de ses lèvres. Je compris alors que cet homme ne venait pas nous confier une simple affaire domestique ou un différend ordinaire, mais qu'il portait en lui une énigme liée aux ombres de l'Empire et aux cicatrices de la guerre.
À mesure que le colonel s'installait face à nous, je fus frappé par la dualité de son maintien. Son dos demeurait droit, sa poitrine se gonflait comme s'il se trouvait encore sur un champ de parade, mais ses yeux, eux, refusaient de soutenir trop longtemps notre regard. Il fixait tour à tour le tapis, la flamme qui dansait dans l'âtre, puis la fenêtre noyée de brouillard, comme s'il cherchait désespérément un appui extérieur. Ses mains gantées, que je crus d'abord immobiles, trahissaient une agitation constante. Un doigt qui tapotait la couture, un autre qui se crispait, et parfois une main qui serrait l'autre avec une force contenue. Je me souvenais de tant d'officiers rencontrés en service, qui savaient se montrer impassibles même dans la douleur. Cet homme, au contraire, portait en lui une tension prête à éclater. Holmes, silencieux, ne perdait rien de ce spectacle. Je le vis, du coin de l'œil, se pencher légèrement vers l'avant, comme un faucon qui observe les moindres frémissements d'une proie. Moi, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une compassion sincère pour cet homme dont la dignité militaire se heurtait à une peur mal dissimulée. Chaque geste du colonel semblait chargé d'un sens caché. Et déjà, je pressentais que le mystère qui pesait sur lui dépassait les simples affaires d'honneur. Mais il gardait ses lèvres scellées, comme si la révélation, encore prisonnière de sa gorge, pouvait à elle seule briser son monde. Enfin, après une inspiration longue et lourde, le colonel releva la tête. Sa voix, grave et légèrement voilée, rompit le silence de manière solennelle. Camp était désert. Je crus déceler une note de honte dans son timbre lorsqu'il ajouta « Depuis ce jour, des rumeurs circulent. Certains insinuent que j'ai abandonné mes hommes, d'autres parlent de trahison. Mon nom est entaché, et mon honneur me condamne au silence. » Holmes croisa les doigts devant son visage, les yeux mi-clos. Je savais qu'il absorbait chaque mot, qu'il jaugeait chaque pause, chaque inflexion. Moi, je demeurais saisi par la dimension presque surnaturelle de ce récit. Comment centaines d'hommes pouvaient-ils disparaître sans laisser de traces? L'histoire, d'emblée, exhalait une atmosphère de tragédie et de secret. Et je compris que nous ne faisions qu'effleurer la surface d'une énigme abyssale. Holmes rompit enfin son silence. Il posa sur le colonel un regard d'une intensité qui me glaça, puis dit d'une voix calme mais ferme. « Vous avez évoqué des faits graves, monsieur, mais j'ai l'impression que vous retenez encore l'essentiel. » Un imperceptible tressaillement parcourut le visage du colonel. Holmes se pencha davantage. « Parlez sans crainte. Vous êtes ici sous le sceau de la vérité. » Je compris à ce moment-là que nous étions au seuil d'une affaire singulière, dont l'ombre s'étendait bien au-delà de la simple confession d'un homme. Le colonel s'était assis avec une raideur militaire qui semblait défier le temps et la fatigue. Ses épaules demeuraient droites, son menton relevé, comme s'il se trouvait devant un tribunal invisible. Pourtant, derrière cette façade d'acier, je percevais une inquiétude sourde. Sa voix, lorsqu'il entreprit de parler, avait la gravité d'un homme qui porte un fardeau trop longtemps tu. Elle se brisait légèrement sur certains mots, comme si le souvenir qui l'habitait se heurtait à une douleur contenue. Je me surpris à observer avec minutie chaque détail de sa personne. La pâleur de son teint, la crispation de ses lèvres, et surtout ce clignement nerveux de ses paupières, qui contrastait violemment avec la discipline apparente de son maintien. Holmes, quant à lui, restait immobile. Il devenait clair que cet homme n'était pas venu en simple suppliant. Il portait en lui un secret que même son corps refusait d'ignorer, et qu'il n'oserait pas livrer sans lutte. Après quelques instants de silence, le colonel inspira profondément et parla d'une voix grave. « Messieurs, dit-il, j'ai servi Sa Majesté dans les Indes. Mon régiment, le 27e, a connu un destin dont je ne puis me défaire. » Il s'interrompit, et son regard se perdit un moment dans les flammes de la cheminée. « Une nuit, continua-t-il, alors que nous étions stationnés dans une vallée isolée, mes hommes disparurent. Pas une bataille, pas un cri d'alarme. Le matin venu, les tentes étaient vides, les fusils abandonnés. Il ne restait rien, si ce n'est un silence écrasant. Je restais saisi par l'étrangeté de ce récit. Un régiment ne s'évanouit pas dans l'air comme une fumée dissipée. Holmes, lui, demeurait impassible, mais je vis son doigt s'animer légèrement contre l'accoudoir de son fauteuil,
signe infaillible de son intérêt croissant. Ce n'était que l'introduction d'un mystère dont les ombres semblaient vouloir envahir notre salon. Le colonel baissa la voix, comme si ses propres mots pouvaient réveiller les spectres de son passé. Depuis lors, dit-il, les langues se sont déliées. On a insinué que j'avais fui, que j'avais abandonné mes hommes, ou pire encore, que j'avais trahi leur confiance. Il serra les poings, et ses yeux se voilèrent d'une indignation contenue. « Vous comprenez, docteur ?» ajouta-t-il en se tournant vers moi, « qu'aucune accusation n'est plus insupportable pour un soldat que celle de lâcheté. Et pourtant, je vis chaque jour avec ce soupçon suspendu au-dessus de ma tête. » Je sentis toute la détresse d'un homme dont l'honneur, plus précieux que la vie, avait été sali par des rumeurs qu'il ne pouvait combattre. Holmes resta silencieux, mais ses yeux s'étaient rétrécis comme pour percer les couches de cette humiliation. Ces rumeurs n'étaient pas seulement une atteinte à la réputation du colonel. Elles formaient une barrière entre la vérité car ce qu'il décrivait dépassait les simples malheurs du champ de bataille. Il s'agissait d'une disparition collective, un gouffre avalant des vies sans laisser de traces. Holmes demeurait de marbre, mais je savais qu'il mesurait déjà le poids des incohérences. Lorsque Harrington évoqua la réaction des autorités, son ton se fit amer. J'ai adressé des rapports, supplié qu'une enquête soit ouverte, mais l'amirauté et le ministère se sont contentés de classer l'affaire. Ils m'ont renvoyé à un silence honteux. Il se tut un instant, puis reprit. On préfère effacer un régiment des registres plutôt que d'avouer l'inexplicable. La politique exige parfois des sacrifices que l'honneur militaire ne saurait tolérer. Je perçus dans sa voix un mélange de colère et de désespoir. Holmes, les doigts croisés sous son menton, l'écoutait avec une intensité glacée. Ce mutisme officiel me frappa plus encore que les disparitions elles-mêmes. Il révélait que des forces invisibles agissaient pour enfouir la vérité. Et ce constat, plus que tout autre, semblait consumer l'âme du colonel. D'un geste brusque, Harrington tira de sa poche intérieure une feuille jaunie, pliée et froissée. « Voici tout ce qu'il me reste, » dit-il. Je la pris avec précaution. Il s'agissait d'un fragment de rapport militaire, dont certaines lignes avaient été volontairement effacées. Des phrases tronquées, des mentions de lieux barrés, et en marge, un mot griffonné à la hâte, à demi illisible. Holmes s'en empara et l'examina longuement. Je vis son œil s'animer, et ses lèvres s'étirer en un sourire fugace. « Voilà, » murmura-t-il, un silence qui crie. Pour ma part, je ne voyais qu'un document mutilé. Mais je savais qu'entre les lacunes, Holmes distinguait déjà des pistes. Le colonel, lui, paraissait redouter que cette pièce ne fasse plus de mal que de bien. Elle devenait la preuve paradoxale d'un mystère trop dangereux pour être écrit noir sur blanc. Au moment où il parla de ses anciens camarades, la voix du colonel se troubla. Ses yeux, je remarquai une sueur fine perler à sa tempe lorsqu'il évoqua certains noms, comme si leur seule mention pouvait le compromettre. Cette réaction ne m'échappa pas, et je la consignai mentalement comme le signe d'une peur enfouie. Holmes, implacable, ne détourna pas un instant son regard de cet homme. Je le savais capable de lire dans ses gestes l'ombre d'une trahison ou le poids d'un serment impossible. Quoi qu'il en fût, il devenait manifeste que le colonel n'était pas seulement une victime d'injustice. Il était aussi prisonnier d'un secret plus vaste, dont il craignait d'être à la fois le gardien et la victime. À la fin de son récit, Harrington se leva presque malgré lui, et ses paroles jaillirent avec une ferveur désespérée. « Monsieur Holmes, je vous en conjure, aidez-moi à sauver mon honneur. Redonnez à mes hommes la mémoire qui leur est due, ou du moins arrachez à l'oubli la vérité de leur sort. » Sa voix vibrait d'une intensité qui me toucha profondément. Holmes ne répondit pas aussitôt, et ce silence, plus que tout, fit peser sur la pièce une tension insoutenable. Je vis alors dans les yeux du colonel non plus seulement la peur, mais l'imploration d'un homme prêt à tout sacrifier pour que son nom, et celui de ses compagnons d'armes, ne sombrent pas dans la honte. Holmes, resté pensif, laissa passer un moment. Puis d'une voix lente, il déclara « Colonel, je crois percevoir dans votre récit une contradiction capitale. » Le militaire se figea, et je crus voir son teint pâlir d'un degré. Holmes, impassible, poursuivit. « Je ne vous la révélerai pas encore.
Mais sachez que cette dissonance, à elle seule, suffit à m'engager. Il s'appuya contre le dossier de son fauteuil, ses yeux brillants d'une lueur presque triomphale. Moi, je demeurais intrigué. Quelle contradiction avait-il déjà décelée, alors que le récit me paraissait si douloureusement sincère? Je compris que l'affaire ne faisait que commencer, et que la clairvoyance de mon ami venait d'ouvrir une brèche où se cacherait sans doute la vérité. Lorsque la porte se referma derrière, le régiment englouti par la nuit me hantait. Je me surpris à craindre que le poids de cette affaire ne dépasse nos forces, tant elle semblait enveloppée de mystère. Mais le calme apparent de Holmes me rassura. Pour lui, chaque silence était déjà porteur d'une vérité à débusquer. Holmes rompit enfin le silence. « 3 contradictions, Watson, 3. » Et elle cria « Qui veut bien les entendre ?» Je le regardai avec étonnement. « Quelle contradiction ?» demandai-je. « D'abord, dit-il, il affirme que les hommes disparurent sans bruit, et pourtant il mentionne des signaux lumineux. Ensuite, il parle de fusils abandonnés, mais omet de préciser la position des sentinelles. Enfin, son document fragmentaire contient des lignes effacées de manière trop régulière pour être le fruit du hasard. Je demeurai interdit. Ces détails m'avaient semblé des fragments confus d'un récit tragique, et voilà que Holmes en tirait déjà une logique invisible pour moi. Son œil exercé avait su, en quelques instants, extraire des fissures dans l'édifice du témoignage. Ces contradictions, loin d'affaiblir l'affaire, la rendaient plus fascinante encore. Elles ouvraient la porte à une vérité plus sombre, que seul Holmes paraissait deviner. Je me surpris à évoquer mes propres souvenirs, lorsque j'avais servi comme médecin dans les campagnes de l'Empire. Les chaleurs suffocantes, les fièvres qui décimaient plus sûrement que les balles, et les nuits où la peur tenait les hommes éveillés, me revinrent à l'esprit. Peut-être, hasardai-je, que la confusion décrite par le colonel fut due à l'épuisement ou à une maladie subite. Holmes secoua la tête avec un léger sourire. « Vous raisonnez en médecin, mon cher, mais les faits qu'il rapporte n'appartiennent pas au domaine de la pathologie. Non, il y a dans son récit des artifices qui dépassent la simple désorganisation d'une troupe. » Ces mots m'impressionnèrent. Je réalisais que mes expériences les plus concrètes ne suffiraient jamais à rivaliser avec l'acuité de son esprit. Lui voyait des intentions là où je ne percevais que des malheurs. Holmes reprit le fragment de rapport que le colonel nous avait laissé et l'examina sous la lumière vacillante de la lampe. Ses yeux s'attardèrent sur les lignes barrées, et son sourire s'accentua imperceptiblement. « Voyez-vous, Watson, dit-il, la main qui a effacé ces mots ne cherchait pas à détruire, mais à masquer. Chaque rature suit un tracé net, comme si l'auteur voulait donner l'illusion d'un hasard. » Je me penchai à mon tour, mais je ne distinguais qu'un fouillis de traits. Holmes, lui, paraissait lire au travers. « Ce document a été manipulé, poursuivit-il. Mais l'on ignore encore si c'est pour protéger le colonel ou pour l'accuser. » Je sentis une inquiétude me gagner. L'ombre d'une falsification signifiait qu'une volonté cachée agissait, bien au-delà de ce que le colonel avait osé dire. Et cette volonté, Holmes le savait, pouvait se montrer redoutable. Holmes, soudain, se redressa et imita avec un art saisissant la posture du colonel. Ses mains se crispèrent, son regard se détourna, et il reproduisit le tremblement léger de ses doigts. « Voyez-vous, Watson ?» demanda-t-il. Je fus frappé par la justesse de l'imitation. C'était comme si Harrington se trouvait encore devant nous. Son attitude trahit plus que ses mots, reprit Holmes. Cet homme est partagé entre la fierté du soldat et la peur de l'homme acculé. Il a retenu davantage qu'il n'a révélé. Je pris conscience une fois encore de la science incomparable de mon ami, capable de déchiffrer un corps comme un texte vivant. Le colonel, malgré son uniforme invisible, avait livré une vérité muette que Holmes seul avait entendue. Je m'attendais à ce que Holmes parle d'espionnage ou de trahison militaire, mais ses paroles me laissèrent interdit. « Watson, dit-il gravement, et si ce régiment n'avait pas disparu, mais avait été volontairement effacé? » Je demeurai bouche bée. « Vous voulez dire une mise en scène ?» Holmes acquiesça. « Une troupe entière, soustraite au regard, peut servir à bien des desseins secrets. Un fantôme militaire offre un masque commode à ce geste sec. Vous le saurez en temps voulu, Watson. » Je souris malgré moi. J'avais appris à respecter ce rituel. Holmes aimait semer devant moi des miettes de mystère, autant pour me tenir en haleine
que pour éprouver ma patience. Mais cette fois-ci, son empressement et la densité de ses signes me troublèrent. Je pressentais qu'il venait de franchir une étape invisible, et que ce carnet enfermait déjà la clé d'un secret dont je ne percevais encore que l'ombre. Soudain, Holmes se leva d'un bond. « Nous irons demain à l'amirauté, Watson. Il faut consulter les archives militaires avant qu'elles ne disparaissent elles aussi. » Je le regardais, surpris par tant de brusquerie. « Croyez-vous qu'on nous en donnera l'accès ?» Son sourire énigmatique fut sa seule réponse. Je compris que déjà, il envisageait les obstacles comme des indices et les refus comme des aveux. Moi, je ne voyais encore que des murs infranchissables. Mais l'assurance de mon ami me rassura tout en m'inquiétant. Il y avait dans son empressement la certitude d'un danger, et le pressentiment que l'affaire que nous venions d'entamer dépasserait de loin tout ce que j'avais pu imaginer. Le lendemain matin, Londres s'éveilla sous une pluie fine qui glissait sur les pavés comme une brume liquide. Les fiacres roulaient lourdement, soulevant un mélange de poussière et d'humidité qui collait aux vêtements. Holmes et moi traversâmes les rues en silence, chacun absorbé par ses pensées. J'avais l'impression de marcher vers une forteresse, tant le nom de Whitehall résonnait dans mon esprit comme celui d'un lieu où s'entremêlaient secrets d'État et intrigues souterraines. Holmes, le col relevé de son manteau, paraissait plus alerte que jamais. Ses yeux scrutaient les moindres détails de la rue. Un homme immobile sous un porche, une voiture arrêtée trop longtemps à un coin. Je sentais en lui une tension contenue, comme s'il pressentait déjà l'obstacle que nous allions rencontrer. Quant à moi, je songeais à l'étrange ironie de ce voyage. Nous allions chercher des vérités enfouies précisément là où l'on savait si bien les enterrer. Lorsque nous parvînmes à l'amirauté, un imposant bâtiment dont la façade austère semblait défier la curiosité, un fonctionnaire nous reçut avec une politesse forcée. Il consulta le billet que Holmes avait préparé, puis, après un bref silence, déclara que l'accès aux archives était momentanément indisponible. Je vis Holmes incliner légèrement la tête, un sourire glacé au coin des lèvres. « Je comprends, » dit-il calmement, « mais je suppose que l'indisponibilité ne saurait durer éternellement. » L'homme, mal à l'aise, chercha à gagner du temps. Il proposa de revenir la semaine suivante, prétextant un récolement en cours. Mais ses yeux fuyants et la sueur perlant à sa tempe trahissaient la gêne d'un comédien mal préparé. Je ressentis aussitôt la suspicion de mon ami. Nous étions face à une résistance préméditée. Et dans cette résistance même, il y avait une confirmation silencieuse. L'affaire que nous poursuivions effrayait jusqu'aux gardiens de ces murs. Après de longues insistances et quelques mots tranchants de Holmes, nous fûmes enfin conduits dans une salle exiguë, éclairée par une fenêtre étroite. L'air y était chargé de poussière et d'odeur de papier jauni. Des rayonnages entiers se dressaient autour de nous, semblables à des murailles d'écrit. En parcourant les allées, je ne pus m'empêcher d'éprouver un certain vertige. Ces milliers de dossiers représentaient autant de vies, de batailles et de destins scellés. Pourtant, Holmes ne se laissait pas distraire par l'ampleur. Ses yeux s'attardaient sur de minuscules détails. Un volume légèrement déplacé, une couverture moins poussiéreuse que les autres. Je remarquai, à ma grande surprise, que certains rayons présentaient des vides inexplicables, comme si des dossiers avaient été retirés récemment. Le silence de la pièce devint oppressant, et je sentis que nous approchions déjà du cœur d'une dissimulation. Holmes tira un volume des rayonnages, l'ouvrit et le feuilleta rapidement. Ses doigts glissaient avec précision, comme s'il cherchait un rythme invisible. Puis il referma maladroitement entre deux registres épais. Intrigué, je la tirai et la dépliai. Il s'agissait d'un fragment de papier couvert de chiffres et de lettres arrangées en colonnes. Les caractères, tracés à la hâte, ressemblaient à une transcription cryptée. Je le tendis aussitôt à Holmes, qui l'examina avec attention. « Curieux, » dit-il. « Ce document n'appartient pas aux archives officielles. C'est une intrusion, ou plutôt un oubli volontaire. » Je le fixais, perplexe. Pour moi, ce n'était qu'un gribouillage incompréhensible. Mais je savais que dans ces chiffres muets, Holmes entrevoyait déjà un langage caché. Je compris alors que le hasard m'avait placé entre les mains un fragment essentiel, une graine de vérité que d'autres avaient peut-être voulu dissimuler sans succès. Holmes étala le papier sur la table et sortit son crayon. « Voyez, Watson,
Ces chiffres ne sont pas aléatoires. Ils obéissent à une structure répétitive, comme un battement. Il griffonna quelques correspondances, reliant des nombres à des lettres, puis esquissa un sourire. Cela ressemble à un code de substitution. Et ce groupe-ci, répété 3 fois, pourrait désigner un lieu. Je tentai de suivre son raisonnement, mais me perdis bientôt dans cette arithmétique de l'ombre. Holmes, lui, paraissait animé par un enthousiasme froid, celui du chasseur qui devine la piste. « Si je ne me trompe pas, dit-il, ce message fut rédigé peu avant la disparition du régiment. Il contient sans doute une directive ou un avertissement. » Je sentis alors toute la gravité de cette découverte. Ce n'était plus seulement l'écho d'un drame passé, mais la voix étouffée d'un mystère encore vivant. Nous n'eûmes pas le loisir de pousser plus loin nos recherches. Une porte claqua brusquement, et un officier en uniforme entra d'un pas rapide. Son visage fermé et son ton sec ne laissaient place à aucune ambiguïté. « Messieurs, vous n'avez rien à faire ici. Ces documents sont classés, et je vous somme de quitter ces lieux. » Je protestais, mais Holmes leva une main pour m'imposer le silence. L'officier... Nous sortîmes sous l'œil hostile du militaire, avec le sentiment que derrière ces murs, une volonté puissante cherchait à étouffer la vérité. Nous regagnâmes la rue sous la pluie fine, et je sentais encore battre en moi la tension de cette confrontation. Holmes, cependant, marchait d'un pas tranquille, son visage impassible éclairé d'une satisfaction secrète. « Vous semblez bien peu troublé, » dis-je enfin. Il se tourna vers moi et son sourire énigmatique me frappa. « Au contraire, Watson, nous avons obtenu plus que nous ne pouvions espérer. Le refus, la colère, les lacunes, tout cela compose déjà un langage. » Je le regardais, incrédule, mais je connaissais trop bien ce ton. Holmes avait déjà entrevu la structure invisible de l'affaire, tandis que moi je ne voyais encore que des portes fermées. Ce sourire, plus que tout, m'assura que nous n'avions fait qu'effleurer la surface, et que dans les profondeurs de Whitehall se cachaient des vérités prêtes à jaillir, pour peu que Holmes en déchiffre le code. Nous étions à peine rentrés de notre visite à l'amirauté que Holmes reçut, par un messager porteur d'un pli cacheté, une convocation officielle. Le document, rédigé avec une courtoisie administrative, nous priait instamment de nous présenter à Whitehall pour un entretien confidentiel. La mention vague, jointe à la rapidité inhabituelle de la demande, ne laissait planer aucun doute. On cherchait à nous attirer sur un terrain préparé. Holmes lut la lettre avec un sourire froid, comme s'il s'attendait depuis longtemps à ce mouvement. « Voilà, mon cher Watson, dit-il, le signe que nous marchons sur un sol miné. Plus on veut nous dissuader, plus il est évident que nous tenons une piste précieuse. » Je ressentis une appréhension sourde. Whitehall n'était pas un lieu où l'on discutait librement. Nous allions affronter les ombres du pouvoir, là où le secret est plus fort que la vérité. Nous franchîmes l'entrée de Whitehall sous l'œil froid de gardes silencieux, puis fûmes introduits dans un couloir long et feutré. Le tapis assourdissait nos pas, et je perçus derrière les portes. Fûmes introduits dans un cabinet sobre, où nous attendait un homme à l'allure impeccable. Il se présenta comme sous-secrétaire du ministère. Son visage affichait un sourire de convenance, mais ses yeux brillaient d'une froideur calculée. « Messieurs, dit-il, permettez-moi d'aller droit au but. L'affaire du 27e régiment n'est pas de votre ressort. Votre intervention, si talentueuse soit-elle, doit cesser immédiatement. » Je fus choqué par la fermeté polie de ce discours, qui ressemblait moins à une requête qu'à un ordre déguisé. Holmes, lui, demeura parfaitement impassible, comme s'il écoutait le plus banal des récits. Le fonctionnaire insista. « Croyez-moi, monsieur Holmes, certaines enquêtes ne peuvent qu'apporter plus de mal que de bien. » Je sentis dans ces mots le parfum de la menace. On ne cherchait pas à nous éclairer, mais à nous bâillonner. Holmes pourtant ne broncha pas, et je compris qu'il avait déjà choisi d'ignorer cet avertissement. Le sous-secrétaire, voyant que ces mots glissaient sur Holmes, changea de ton. Sa voix, toujours polie, prit une inflexion plus sombre. « Je ne doute pas de votre bonne foi, mais persister dans cette voie pourrait compromettre votre sécurité et celle du docteur Watson. » Je sursautai, car mon nom résonna comme une mise en garde personnelle. Je vis Holmes croiser les jambes, l'air désinvolte, et répondre d'un ton indifférent.
Voilà une sollicitude bien rare de la part de Whitehall. Le fonctionnaire esquissa un sourire forcé, mais ses yeux lançaient des éclairs. Il évoqua, à mots couverts, des procès pour indiscrétion, des accusations de violation de secret d'État. Tout cela sonnait comme une menace soigneusement enveloppée de rubans officiels. Je sentais une sueur froide me parcourir le dos. Pourtant Holmes restait imperturbable. Je compris que sa force venait précisément de cette impassibilité. Là où je voyais un danger imminent, lui percevait déjà une preuve éclatante que nous approchions de la vérité. Holmes se redressa soudain, et son attitude changea. Il prit un ton presque léger. Le sous-secrétaire sembla soulagé, mais c'était compté sans la ruse de mon ami. Car Holmes, tout en paraissant se résigner, lança une question d'une innocence trompeuse. « Dites-moi seulement, monsieur, comment expliquez-vous alors la disparition des registres à l'Amirauté ?» L'homme blêmit imperceptiblement. Je le vis chercher ses mots, puis détourner la conversation. Mais ce bref instant trahit plus que toutes ses protestations. Il savait ce qui avait été effacé, et sa réaction confirmait l'existence d'une main coupable. Je compris alors que Holmes venait de tendre un piège rhétorique dont le fonctionnaire venait de s'empêtrer. Alors que le fonctionnaire nous congédiait d'un ton plus sec, mon regard se posa sur son bureau. Parmi les papiers soigneusement rangés, une carte attira mon attention. Elle portait un emblème, discret, mais distinct, un motif identique à celui que j'avais vu sur le papier codé découvert aux archives. Je me mordis la langue pour ne pas m'exclamer. Mais Holmes suivit mon regard et inclina légèrement la tête, signe qu'il avait lui aussi remarqué la coïncidence. Ce symbole n'était pas anodin. Il liait directement le bureau de ce haut fonctionnaire au message secret retrouvé par hasard. Je compris que nous venions de mettre le doigt sur un fil reliant les sphères officielles à la disparition du régiment. Et ce fil, si nous le tirions, risquait de dénouer un écheveau dangereux. Nous quittâmes Whitehall sous un ciel toujours chargé de pluie. L'air extérieur, que je crus d'abord plus libre, me sembla bientôt oppressant. Holmes, silencieux, pressait le pas. Je remarquai alors, dans une vitre, le reflet d'un homme qui nous suivait à distance. Nos pas résonnaient sur les pavés humides, et à chaque détour, la silhouette se rapprochait. Mon cœur battait plus vite. Nous étions bel et bien épiés. Holmes, sans se retourner, me souffla. « Ne changez rien, Watson. Chaque pas qu'il fait confirme l'importance de notre découverte. » Nous traversâmes 2 rues, puis la silhouette disparut soudain, comme avalée par l'ombre. Mais je n'étais pas... Nota quelques signes rapides. Je compris qu'il venait d'allumer une torche au milieu des ombres de Whitehall, et que désormais, rien ne pourrait l'empêcher de poursuivre cette lumière jusqu'au bout. Ce fut au détour d'une de ces longues veillées silencieuses que Holmes me révéla sa dernière trouvaille. Tandis que je feuilletais distraitement un journal du soir, il m'annonça qu'il avait retrouvé, dans un registre secondaire de l'Amirauté qu'il avait eu soin de consulter à l'insu du fonctionnaire qui voulait nous expulser, la mention d'un nom oublié. Il s'agissait d'un ancien officier du 27e régiment, rayé des listes officielles, mais encore inscrit dans un document de solde. Ce détail, Watson, dit-il, n'est pas le fruit du hasard. On n'efface jamais un nom sans raison, et l'oubli volontaire est souvent plus parlant que la mémoire conservée. Je fus surpris qu'un fil aussi ténu pût l'enthousiasmer, mais je connaissais mon ami. Là où je ne voyais qu'une note administrative, il lisait une promesse de révélation. Ce nom, jeté comme un vestige, allait devenir la porte d'entrée vers un témoin inattendu. Quelques jours plus tard, nous prîmes la direction de Westminster par une soirée humide, le brouillard s'insinuant jusque dans les ruelles étroites. Holmes avait convenu d'une rencontre dans un café obscur, fréquenté surtout par des employés de bureau et des soldats démobilisés. L'endroit n'avait rien de remarquable, sinon son atmosphère de réserve, idéale pour un entretien à huis clos. Dans un coin sombre, à l'écart, nous aperçûmes l'homme que nous étions venus rencontrer. Ses traits marqués par le temps, sa moustache grisonnante et ses épaules voûtées trahissaient autant le poids des ans que celui d'un passé trop lourd à porter. Il leva vers nous un regard prudent, presque inquiet, avant d'accepter notre présence d'un signe de tête discret. Je ressentis aussitôt que cette entrevue n'aurait rien d'ordinaire. L'homme semblait à la fois soulagé de parler
et terrifié à l'idée de se confier. L'ancien officier, dont la voix grave semblait assourdie par une longue habitude du silence, commença par « Nous ne savions plus qui commandait vraiment », déclara-t-il, ni si nous obéissions à Londres, à l'état-major sur place, ou à quelque force invisible. Je le regardais, stupéfait. L'image d'un régiment britannique réduit à ce chaos me paraissait inconcevable. Pourtant, dans ses yeux, je lisais la sincérité d'un homme qui avait vu son monde s'effondrer. Holmes, silencieux, l'encourageait de son regard perçant, et chaque hésitation de l'officier semblait peser comme une pierre. À mesure que les mots tombaient, je sentais la brume du mystère s'épaissir autour de nous. Ce récit, loin d'éclairer, renforçait l'impression d'un complot soigneusement ourdi. À un moment, comme accablé par ses souvenirs, l'homme plongea la main dans sa veste usée et en sortit un fragment de papier. C'était une lettre à demi brûlée, ses bords noircis et ses phrases interrompues par des trous de cendre. « Elle m'a été envoyée, » murmura-t-il, « par un camarade qui disparut le lendemain. C'était la veille du drame. » Je pris le fragment avec précaution. Les mots restants, à peine lisibles, faisaient mention d'ordre non consigné et d'une marche forcée vers un point tenu secret. Ce morceau, fragile et mutilé, semblait contenir l'écho d'une vérité immense que le feu avait voulu dévorer. Holmes, qui observait en silence, serra les lèvres. Je devinais à son expression que cette lettre constituait un indice capital, mais qu'elle soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Holmes s'empara du fragment et l'examina longuement. Il nota la forme des caractères, l'encre utilisée, et laissa échapper un murmure pensif. Cette main n'est pas celle d'un soldat ordinaire, mais d'un homme instruit, peut-être un officier supérieur. Le contenu, pourtant, demeurait trop fragmentaire pour offrir une vérité nette. On devinait l'allusion à une opération secrète, mais sans lieu, sans date précise, sans explication. L'ancien officier secoua la tête. « C'est tout ce qu'il m'a laissé, » dit-il. « J'ai gardé ce fragment toutes ces années, mais je n'ai jamais nommé. » Holmes, sans hausser le ton, mit en lumière ses contradictions. « Vous avez dit une chose, puis son contraire, monsieur. La vérité, c'est que vous craignez encore plus vos vivants que vos morts. » Je vis alors une ombre passer sur le visage du vétéran. Ce n'était plus seulement le poids des souvenirs. C'était la peur présente, encore vivante, qui le paralysait. À mesure que Holmes insistait, je remarquai que notre interlocuteur jetait des regards furtifs autour de lui, comme s'il craignait qu'un espion surgisse de l'ombre du café. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il effleurait le fragment de lettre, et sa voix se brisait dès qu'il évoquait certains noms. « Vous ne comprenez pas, » dit-il dans un souffle. « Certains hommes ne pardonnent jamais. » Son regard se fixa sur Holmes, puis sur moi, comme s'il voulait nous prévenir d'un danger sans le dire ouvertement. Je sentis une véritable terreur dans ses yeux, celle d'un homme poursuivi par un fantôme bien réel. Cette peur muette me glaça plus que toutes ses paroles. Je compris que ce que nous venions d'entendre n'était qu'une fraction d'un drame que l'on voulait encore ensevelir sous la menace. Tout à coup, comme mu par une résolution soudaine, l'homme se leva, remit la lettre déchirée dans sa poche et nous salua d'un geste brusque. Sans explication, il quitta le café et disparut dans la nuit brumeuse de Westminster. Je restais stupéfait, tandis que Holmes, impassible, suivait des yeux la porte close. « Nous ne pouvions guère espérer davantage, » dit-il. Son silence en dit plus long que ses paroles. Je compris que nous venions de perdre un témoin essentiel, et que son départ précipité confirmait la profondeur du secret. De retour dans la rue, Holmes demeura pensif, les mains croisées derrière le dos. « Watson, » dit-il enfin, « nous ne tenons que des fragments, mais ils sont suffisants pour deviner la trame. La lettre est la clé. Elle dit moins par ses mots que par ce qu'il manque. » Je sentis l'affaire se dérober davantage encore sous mes yeux. Chaque pas que nous faisions semblait ajouter une strate au mystère. Holmes, pourtant, paraissait presque. Je me souviens encore de cette matinée comme d'un instant suspendu, où l'ordinaire bascula dans l'incompréhensible. Le jour à peine levé, je fus tiré de ma torpeur par le claquement sec d'une porte. Je crus d'abord à l'arrivée précoce d'un client, mais, en descendant, je ne trouvai que le silence. Sur la table, une feuille de papier, griffonnée de la main de mon ami, m'attendait. Elle ne contenait que quelques mots. « Watson,
Ne m'attendez pas. Rien de plus. Aucune indication sur la destination. Aucune explication sur la raison de ce départ soudain. Je demeurais stupéfait, car jamais Holmes n'avait coutume de me laisser à l'écart d'une affaire en cours, même lorsqu'il désirait m'épargner certains dangers. Cette laconique missive paraissait lourde d'une intention que je ne pouvais encore saisir. La maison, privée de son souffle habituel, me parut soudain étrangère. Une inquiétude nouvelle, plus forte que toute logique, s'insinua en moi. Où donc Holmes avait-il pu disparaître ainsi, et pourquoi dans le secret? Les heures qui suivirent furent parmi les plus pesantes que j'eus jamais connues. L'appartement de Baker Street, si vivant d'ordinaire, se vidait de son âme sans la présence de mon ami. Les fauteuils semblaient orphelins. La pipe froide sur la cheminée témoignait d'une absence qui pesait comme un reproche. Je consultai le courrier du matin, espérant d'y trouver un indice, mais aucune lettre n'était arrivée, pas même ces messages sibyllins que Holmes recevait souvent de ses informateurs. Le silence du facteur confirmait mon inquiétude. On voulait nous couper de toute source. À plusieurs reprises, je crus entendre le pas familier sur l'escalier, mais ce n'était qu'un écho trompeur. J'essayais de me convaincre que Holmes avait ses raisons, mais je ne pouvais chasser le pressentiment d'un péril plus grand encore. Ce vide m'apprit combien je dépendais, sans l'avouer, de sa présence énergique. Dans l'après-midi, alors que je m'efforçais de tromper mon agitation par une lecture vaine, on frappa à la porte. Je fus surpris de trouver le colonel Harrington, le visage marqué par une nature exacte. Accablé par l'absence de Holmes et les confidences du colonel, je décidai d'examiner le bureau de mon ami. Les papiers épars, d'ordinaire disposés avec un désordre savamment maîtrisé, semblaient cette fois abandonnés dans la précipitation. Je découvris quelques feuillets griffonnés de sa main, constellés de chiffres, de croquis et de mots isolés. Régiment, code, Limehouse. Mais l'ensemble demeurait obscur pour moi. C'était comme contempler un tableau dont chaque pièce manquait pour former le sens. Je sentis croître en moi une angoisse sourde. Holmes savait quelque chose qu'il ne m'avait pas confié, et peut-être était-ce précisément cette connaissance qui l'avait poussé à disparaître. J'avais entre mes mains les fragments d'un esprit absent, mais il me manquait la clé pour les comprendre. Les jours qui suivirent furent une épreuve dont je n'avais pas mesuré la rudesse. Le temps s'étirait avec une lenteur presque douloureuse, et l'appartement de Baker Street, d'ordinaire si animé par la verve de mon ami, résonnait d'un silence oppressant. J'essayais de m'occuper par des lectures, des consultations médicales ou de menus tâches domestiques, mais mon esprit revenait toujours à l'absence inexplicable de Holmes. À certains moments, une colère sourde m'envahissait. Comment pouvait-il m'avoir laissé ainsi, sans explication, moi qui avais partagé tant de dangers à ses côtés? Puis aussitôt, cette colère se dissipait pour céder la place à l'angoisse. Et si son mutisme n'était pas volontaire? Et si Holmes, le plus lucide des hommes, s'était trouvé happé par un piège trop habile, dont nul ne pouvait le tirer? Je guettais chaque bruit de pas dans l'escalier, chaque coup à la porte, espérant le voir surgir. Mais les heures s'accumulaient, et mon attente devenait un supplice. C'est au détour d'une conversation avec un confrère médecin que mon inquiétude se nourrit d'une étrange rumeur. Alors que nous échangions banalement sur nos pratiques, il me confia avoir aperçu, la veille, un homme dont la description rappelait étrangement Holmes. Celui-ci, je fus frappé d'un mélange de doute et de frayeur. Doute, car Holmes était capable de se glisser dans n'importe quel déguisement et de fréquenter les bas-fonds de Londres pour obtenir une information capitale. Frayeur, car si ce témoignage s'avérait exact, cela signifiait que mon ami affrontait seul des milieux d'une extrême dangerosité. Je pressai mon confrère de détails, mais il n'avait guère prêté plus d'attention, persuadé que l'homme n'était qu'un vagabond. Je compris cependant que cette rumeur confirmait un fait. Holmes suivait une piste, et cette piste l'avait conduit là où Londres cache ses ombres les plus inquiétantes. Tandis que je me débattais avec ces soupçons, un nouvel incident vint alourdir mes craintes. Le colonel Harrington, dont je continuais à prendre régulièrement des nouvelles, me fit savoir qu'un inconnu avait été aperçu rôdant autour de sa demeure. Le domestique, en ouvrant les volets au matin,
avait distingué un homme dissimulé dans l'ombre des arbres, qui s'éclipsa dès qu'il se sut observé. Je me rendis sur place et constatai par moi-même des traces de pas dans le gravier humide. Tout indiquait que cet individu avait passé une partie de la nuit à surveiller la maison. Le colonel, plus pâle que jamais, tenait dans ses mains un autre billet de menace, glissé sous sa porte. Ce rapprochement des menaces jusque devant son logis confirmait leur sérieux. Je ressentis un serrement au cœur. Sans Holmes, j'avais la sensation d'être placé en première ligne d'une bataille dont je ne connaissais pas les armes. Mais je savais aussi qu'il était de mon devoir de soutenir cet homme persécuté. C'est en quittant la demeure du colonel que je pris une décision intérieure. J'avais jusque-là attendu Holmes, comme l'on attend le retour d'un capitaine pour donner l'ordre de manœuvre. Mais je ne pouvais demeurer plus longtemps inactif. Je jurai de veiller personnellement sur le colonel et de chercher, par mes propres moyens, à comprendre la nature de ce complot. Je savais mes capacités limitées. Je n'avais ni le génie de déduction de mon ami, ni ses déguisements ingénieux. Voulut me rassurer tout en préservant son secret. Sa discrétion signifiait qu'il suivait une voie capitale, mais qu'il ne pouvait encore m'y associer. Un poids se retira de ma poitrine, remplacé par une attente fiévreuse. Mon ami était vivant, actif, et plus proche que je ne l'imaginais. Pourtant son silence volontaire demeurait une énigme, et je compris que la partie qu'il jouait devait être infiniment périlleuse. Depuis plusieurs jours, l'absence de Holmes m'avait laissé dans une agitation fiévreuse, et je ne pouvais me contenter d'attendre passivement. Une intuition, peut-être inspirée par les fragments laissés sur son bureau, me poussa à quitter Baker Street pour suivre une piste incertaine. Tout me ramenait vers l'est londonien, là où les docks, noyés de brouillard, abritaient une faune interlope et des secrets plus sombres que la nuit elle-même. Je pris la direction de Limehouse, ce quartier dont la seule réputation suffisait à glacer les honnêtes citoyens. Mon cœur battait d'un mélange de crainte et de détermination. Holmes m'avait souvent reproché mon impulsivité, mais je sentais qu'en cette heure son absence m'imposait de suppléer à son silence. Le fiacre qui me conduisit jusque-là s'enfonça dans une atmosphère de plus en plus lourde. Chaque rue semblait s'assombrir davantage, chaque façade suintait la misère. Je compris que je pénétrais un territoire où même la police n'osait plus toujours mettre les pieds. À peine descendu, je fus saisi par l'atmosphère suffocante du quartier. Des ruelles étroites, pavées d'irrégularités humides, s'entrecroisaient dans un labyrinthe sans fin. Des lanternes vacillantes, suspendues à des crochets rouillés, diffusaient une lumière blafarde qui accentuait la misère des lieux. Je croisais des silhouettes furtives, souvent courbées, qui disparaissaient aussitôt derrière des portes grinçantes ou s'engouffraient dans des passages obscurs. Les relents d'opium et de poissons avariés flottaient dans l'air, mêlés à l'odeur âcre du charbon. Chaque bruit résonnait étrangement. Un éclat de rire ivre, un chuchotement. Mon pas me mena devant une taverne à l'enseigne ternie, d'où s'échappait une rumeur sourde. La porte, à demi ouverte, laissait filtrer une chaleur épaisse chargée de fumée et de vapeurs alcoolisées. Poussé par une audace que je ne me connaissais guère, je franchis le seuil. L'intérieur était sombre, éclairé seulement par quelques chandelles plantées dans des bouteilles vides. Des marins au visage tanné par le sel, des hommes aux habits élimés, et quelques figures orientales se pressaient autour de tables poisseuses. Je m'installai discrètement dans un recoin, feignant de m'absorber dans mon verre. Mon oreille, plus attentive que mon apparence, saisit bientôt des bribes de conversation. On y parlait de cargaison, de départ nocturne, et à plusieurs reprises, je crus entendre le mot « régiment ». Mon cœur se serra. L'écho de notre enquête résonnait jusque dans ce repère. J'eus soin de ne pas me trahir, mais déjà, je sentais que la pièce dissimulait un fil que je devais suivre à tout prix. Je tendis davantage l'oreille et perçus une voix basse, au timbre dur, évoquer la disparition et l'opération couverte. Les mots, mêlés aux accents étrangers des interlocuteurs, m'échappaient souvent, mais un fragment me glaça. Régiment perdu, cargaison spéciale. Je tentais de recomposer le sens, mais l'alcool et le bruit couvraient une partie des phrases. Je compris seulement que quelque chose de militaire, de dissimulé aux regards officiels,
avaient transité par ces docks. Ce que je n'arrivais pas à déterminer, c'était si ces hommes parlaient d'un souvenir passé ou d'une activité toujours en cours. Je craignais que ma présence ne soit bientôt remarquée, et mon souffle se fit plus court. Pourtant, je savais que je ne pouvais quitter ce lieu sans chercher à voir où cette piste menait. Peu après, 2 hommes quittèrent la taverne, l'un grand et massif, l'autre plus maigre et nerveux. Leur démarche pressée trahissait une affaire urgente. Mon instinct m'ordonna de les suivre. Je regardai arrière-cour déserte. À travers une palissade disjointe, j'aperçus leur manège. Ils portaient une petite caisse, lourde à en juger par leurs efforts, qu'ils dissimulèrent soigneusement derrière un tas de planches. La lanterne que l'un d'eux tenait éclaira brièvement la caisse. J'eus le temps de distinguer un symbole militaire britannique, à demi effacé mais encore visible. Mon cœur bondit. Il ne s'agissait plus seulement de rumeurs, mais d'un objet matériel liant Limehouse à l'affaire du régiment disparu. Je voulus m'approcher davantage, mais mes pieds déplacèrent une pierre, et le bruit résonna dans la cour. Les hommes se figèrent, puis tournèrent la tête vers ma cachette. Un frisson glacé parcourut mon échine. J'étais découvert. En un instant, les 2 hommes se ruèrent dans ma direction. Je bondis hors de ma cachette et pris la fuite à travers les ruelles sinueuses. Le brouillard me protégeait partiellement, mais leur pas lourd résonnait derrière moi, implacable. Je m'engageai dans un passage étroit, puis dans un autre, cherchant à semer mes poursuivants. Mais chaque détour semblait m'enfermer davantage dans ce labyrinthe. Finalement, je poussai une porte branlante qui céda sous mon poids. J'entrai dans une bâtisse en ruine, dont les murs nus et les vitres cassées trahissaient un ancien lieu de débauche abandonné. Je retins mon souffle, tapi dans l'ombre. Les hommes passèrent au dehors sans entrer, leur voix s'éloignant dans le brouillard. J'étais sauf, pour l'instant, mais le danger que je venais de frôler me rappela combien Holmes aurait jugé folle mon imprudence. En reprenant mes esprits, je remarquai que le sol de la pièce où je m'étais réfugié était jonché de papiers déchirés. Parmi eux, un fragment attira mon attention. Taché d'encre et froissé, il portait une série de chiffres et de lettres. Mon cœur se serra. C'était le même code que celui découvert dans les archives de l'Amirauté. Je le ramassai précieusement, conscient que cette trouvaille représentait un lien tangible entre les menaces des... Encore secoué par ma fuite, je regagnai hâtivement Baker Street, le fragment serré dans ma poche comme un trésor fragile. Mon esprit bouillonnait. La caisse marquée du symbole militaire, la conversation entendue dans la taverne, et maintenant ce code retrouvé dans les bas-fonds. Tout cela formait un enchaînement trop cohérent pour n'être qu'un hasard. J'avais le pressentiment d'avoir mis la main sur une pièce capitale de l'affaire, mais je savais aussi que seul Holmes pourrait en déchiffrer toute la portée. En franchissant notre seuil familier, je n'aspirais plus qu'à son retour. Un matin où l'angoisse m'écrasait de tout son poids, la porte de Baker Street s'ouvrit soudain, et la silhouette familière de mon ami franchit le seuil. Ses traits, légèrement marqués par la fatigue, n'avaient rien perdu de cette énergie intérieure qui, en toutes circonstances, lui donnait l'air de dominer la situation. Mon cœur, jusque-là rongé par l'incertitude, se gonfla de soulagement, et je ne pus retenir une exclamation de joie. Holmes, sans s'attarder sur mes reproches ou mes inquiétudes, déclara simplement que l'heure de la vérité avait sonné. Sa voix résonna avec une assurance telle que je compris qu'il détenait désormais les pièces maîtresses de l'énigme. Ses yeux pétillaient d'un éclat singulier, mélange de gravité et de triomphe, qui m'avertit qu'il avait franchi une étape décisive. Je brûlais d'obtenir des explications, mais il se contenta de m'indiquer que nous devions nous rendre immédiatement dans un lieu qu'il avait choisi pour la révélation. Je sentis que, derrière son calme apparent, s'agitait une résolution d'une puissance implacable. Quelques heures plus tard, nous franchissions les portes imposantes du club militaire de Pall Mall. Holmes, le colonel Harrington et moi étions attendus dans une salle retirée, aux boiseries sombres et aux tapis épais, où l'atmosphère imposait le silence et le respect. Quelques officiers triés sur le volet, anciens compagnons d'armes du colonel, avaient accepté de se joindre à nous pour entendre ce que Holmes avait à révéler. L'endroit paraissait figé. S'était déjà manifesté, selon Harrington,
La disparition de son régiment s'était opérée dans la confusion d'une nuit. Mais certains détails, comme les signaux lumineux évoqués, ne concordaient pas avec les rapports officiels. Je fus frappé par la manière dont Holmes, sans hausser le ton, imposait une logique irrésistible. Il démontra que les premiers récits avaient volontairement laissé des zones d'ombre. Pourquoi un régiment entier aurait-il disparu sans laisser ni témoins ni dépouilles? Pourquoi certains ordres semblaient-ils provenir d'autorités supérieures dont aucun document n'attestait la responsabilité? Le colonel, pâle, écoutait chaque mot avec une intensité douloureuse, comme si ses souvenirs eux-mêmes vacillaient sous la lumière impitoyable de l'analyse. Holmes conclut cette première étape en déclarant qu'il existait, derrière ces contradictions, une vérité soigneusement étouffée. Holmes sortit alors de sa poche une série de documents qu'il avait disposés avec soin. Il commença par la lettre déchirée, fragment retrouvé entre les mains d'un ancien camarade du colonel. Ce morceau de papier, à demi brûlé, contenait assez de mots pour évoquer une opération secrète, mais trop peu pour révéler son objectif. Holmes montra comment cette ambiguïté avait été utilisée pour semer le doute, tantôt alimentant les rumeurs de trahison, tantôt suggérant un complot militaire. Puis il fit référence aux archives consultées à l'Amirauté, dont plusieurs dossiers entiers manquaient, preuve évidente d'une falsification orchestrée. Leurs absences, souligna-t-il, étaient plus parlantes que leur contenu n'aurait pu l'être. Enfin, il brandit le fragment de code découvert à Limehouse, identique à celui que j'avais moi-même ramassé dans un repère sordide. L'écho entre ces deux trouvailles confirmait l'existence d'une chaîne invisible, reliant le régiment disparu à des trafics obscurs opérant sous le couvert du secret d'État. La démonstration, méthodique et implacable, bâtissait peu à peu une structure dans laquelle chaque indice trouvait sa place. Je voyais l'assemblée se pencher, suspendue aux lèvres de Holmes, tandis qu'il rappela la piste suivie à Limehouse. La caisse marquée d'un symbole militaire, l'étrange code répété sur différents fragments. Tout cela formait une toile soigneusement tissée pour détourner l'attention et donner à croire à une catastrophe militaire. En réalité, une partie du régiment avait été discrètement absorbée dans une opération parallèle, sous couvert de ses complicités illicites. Le colonel, figé, sembla ne pas croire ce qu'il entendait. Holmes, implacable, ajouta que ces trafiquants n'étaient que des pions, engagés pour brouiller les pistes et offrir aux véritables instigateurs un voile commode. Je perçus alors dans l'assemblée un frisson, comme si chacun pressentait l'ampleur du scandale que ces mots laissaient entrevoir. Holmes se redressa et, fixant droit dans les yeux les officiers réunis, prononça des paroles qui firent tressaillir l'auditoire. Selon lui, un officier supérieur, dont le nom jusqu'ici n'avait pas été prononcé, avait sciemment livré de fausses informations au régiment afin de le mener à sa perte apparente. Cet homme, investi d'une autorité incontestable, avait manipulé les ordres de marche et les signaux, provoquant la confusion fatale. Le mobile, expliqua Holmes, résidait dans une opération illégale menée à l'ombre des campagnes coloniales. L'unité disparue avait servi de couverture à un trafic d'armes destiné à des factions locales, contre de considérables profits. Pour masquer ses agissements, il avait suffi de transformer une manœuvre clandestine en désastre officiel. Je n'oublierai jamais la stupeur qui se peignit sur les visages autour de nous. Le colonel, crispant ses poings, balbutia quelques mots inaudibles. Un des officiers présents porta la main à son front comme si la honte de sa corporation venait de l'accabler d'un seul coup. Quant à Holmes, il demeurait froid, précis, implacable, tel le juge d'un tribunal invisible. Holmes poursuivit, développant l'argument que les archives falsifiées n'étaient pas un hasard. À l'Amirauté, expliqua-t-il, de nombreux dossiers avaient disparu ou avaient été volontairement altérés. Ces manipulations de documents, le silence pesant qui suivit ces révélations m'oppressa. On sentait que la vérité s'approchait, implacable, et qu'aucun de ceux qui étaient présents ne pourrait s'en détourner. À cet instant, le colonel Harrington se leva brusquement, son visage blême déformé par une émotion intense. Ses lèvres tremblaient, et il lui fallut plusieurs secondes pour trouver sa voix. Enfin, dans un souffle rauque, il déclara qu'il comprenait maintenant pourquoi son nom avait été traîné dans la boue. Il n'avait été qu'un bouclier,
commode pour détourner les regards des véritables coupables. Ses yeux se remplirent de larmes contenues, et sa main se posa lourdement sur le dossier d'une chaise, comme pour se retenir de s'effondrer. Je lus dans cette attitude la fierté blessée d'un homme d'honneur sacrifié aux manœuvres politiques. Holmes, avec une rare douceur, l'assura qu'il n'avait jamais douté de sa loyauté. Mais la confirmation qu'il venait de donner achevait de démontrer que l'on s'était servi de son uniforme et de son grade pour légitimer une dissimulation honteuse. La salle tout entière semblait partagée entre la compassion et la colère. Holmes reprit alors la parole, traçant d'un ton ferme la chaîne exacte des événements. Le régiment n'avait pas disparu dans un désastre militaire. Il avait été scindé, une partie envoyée en mission secrète pour escorter des cargaisons d'armes, l'autre maintenue dans l'ignorance afin de préserver l'illusion d'une opération régulière. Lorsque les choses avaient tourné à l'avantage des trafiquants, on avait orchestré une disparition fictive, couvrant l'ensemble par des signaux falsifiés et des rapports truqués. La lettre déchirée, expliqua Holmes, n'était rien d'autre qu'un avertissement désespéré d'un officier resté fidèle, mais trop tardif pour empêcher la manipulation. Les codes retrouvés liaient directement l'affaire aux complicités londoniennes, et le rôle des trafiquants orientaux n'avait été que celui d'exécutants dans une pièce plus vaste. Holmes dressa ce tableau avec une rigueur glaciale, sans emphase inutile. Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Le colonel, debout, gardait les yeux fixés sur le sol, prisonnier de ses pensées. Les officiers présents, eux, échangeaient des regards lourds de honte et de gravité. Pour ma part, je sentis une étrange oppression dans la poitrine, comme si le scandale révélé pesait sur moi autant que sur eux. Holmes, demeuré assis, croisa les mains et contempla l'assemblée. Son visage n'exprimait ni triomphe ni dureté, mais une gravité glaciale qui faisait comprendre que la vérité n'apporte pas toujours la consolation, mais qu'elle reste la seule arme contre l'oubli. Ainsi s'acheva son récit, et ce silence, plus accablant que n'importe quelle protestation, demeura comme l'écho de la justice implacable qu'il venait de rendre. La nuit qui suivit nos découvertes nous ramena à Baker Street, dans un silence que ni Holmes ni moi ne semblions disposés à rompre. Le fiacre cahotait dans les rues assoupies, et le brouillard, tel un linceul grisâtre, enveloppait les lampadaires de halo tremblants. Une fatigue étrange m'accablait, mais ce n'était pas le simple poids des heures veillées, c'était la gravité des révélations qui pesaient sur ma poitrine. Holmes, assis face à moi, gardait les yeux mi-clos, comme s'il laissait son esprit achever en silence ce que ses mots, au club, avaient brutalement exposé. J'osais croire qu'il goûtait un instant de repos, mais son doigt, qui battait une mesure régulière sur la coudoir, me rappela qu'il ne cessait jamais de réfléchir. Lorsque nous entrâmes enfin dans notre logis familier, ce fut pour retrouver une atmosphère lourde, oppressante, où chaque objet paraissait revêtu d'un sens nouveau. Le feu crépitait doucement, mais sa chaleur ne parvenait pas à dissiper la froideur qui s'était installée entre nous et la mémoire des disparus. Le lendemain matin, Harrington vint prendre congé de nous. Je me souviens de son pas mesuré, de son uniforme usé qui flottait légèrement sur sa silhouette raide, et surtout de son regard. Il n'y avait plus en lui la fébrilité d'un homme injustement accusé, mais la lourde sérénité de celui qui a entendu la vérité fut-elle accablante. Il nous remercia du « s'achève jamais là où l'on croit. Les champs de bataille se taisent, mais les couloirs du pouvoir bruissent encore longtemps de mensonges et de faux semblants. » Il développa l'idée que chaque campagne laissait derrière elle un double héritage, des morts silencieux et des récits façonnés par des intérêts contradictoires. Les faits s'altéraient, les responsabilités se brouillaient, et la vérité, telle une ombre fuyante, s'éloignait à mesure que l'on tentait de la saisir. Je demeurais pensif devant cette amère leçon. Je n'étais qu'un médecin, mais j'avais servi, moi aussi, dans des théâtres de guerre, et je savais combien les récits officiels différaient parfois de ce que les hommes avaient réellement vécu. Ce que Holmes énonçait, je l'avais pressenti sans oser jamais l'admettre. Nous parlâmes longuement du sacrifice consenti par ces hommes disparus, dont le souvenir avait été défiguré pour satisfaire aux convenances d'un État soucieux de sa réputation. Holmes, avec sa précision coutumière, souligna que l'honneur militaire, si prompt à être brandi, se révélait fragile dès lors qu'il devenait un instrument politique. Je me rappelais des soldats que j'avais soignés en Afghanistan, leur visage marqué par l'épuisement et la loyauté,
et je frémis à l'idée que leur mémoire aurait pu, elle aussi, être manipulée par des plumes anonymes. Holmes resta silencieux un moment, puis ajouta d'un ton grave. « Le prix de l'honneur, Watson, n'est pas toujours payé par ceux qui le trahissent, mais par ceux qui en sont les victimes. » Ces mots résonnèrent en moi comme un écho implacable. En feuilletant mes notes, je fus frappé par une question lancinante. Combien de vérités avaient ainsi été effacées, remplacées par des récits lissés, officiels, imposés comme autant de dogmes? Je fis part à Holmes de mon trouble, et il acquiesça d'un signe de tête. « L'oubli, Watson, dit-il, n'est pas toujours un accident, c'est une arme. » Il expliqua que les archives, loin d'être de simples dépôts de mémoire, pouvaient devenir des instruments de pouvoir, où l'on choisissait soigneusement ce qui devait survivre et ce qui devait disparaître. Je me sentis envahi par un malaise étrange, comme si nous venions de soulever un pan du voile qui recouvrait non seulement cette affaire, mais une multitude d'autres, condamnées à l'ombre des classeurs poussiéreux. Quelle certitude restait-il alors aux générations futures, si les preuves elles-mêmes pouvaient être arrachées ou falsifiées selon les besoins du moment? Un soir, tandis que nous fumions en silence, Holmes reprit d'une voix plus douce. « Ce que nous avons accompli, Watson, n'est pas une victoire éclatante. Nous avons seulement rétabli une parcelle de vérité, et encore, imparfaitement. » Il me confia qu'il lui arrivait parfois de ressentir une solitude pesante, celle de l'homme qui découvre des réalités trop sombres pour être proclamées à voix haute. Dans ce cas, la justice avait trouvé une issue, mais au prix de concessions et de silence. Je regardai mon compagnon et je perçus dans ses traits une lassitude rare, que seuls les grands esprits connaissent lorsqu'ils s'approchent des limites de l'humain. Il ajouta que défendre l'honneur d'un seul homme n'effaçait pas le sort d'un régiment entier condamné à l'oubli. Cette disproportion lui paraissait le signe le plus cruel de notre époque. La nuit suivante, je fus assailli par une vision étrange, que je n'ose qualifier de rêve. Dans le silence de mon sommeil agité, il me sembla entendre le pas cadencé d'un régiment en marche. Les bruits résonnaient d'abord lointains, puis s'amplifiaient jusqu'à emplir mon esprit d'une clameur sourde. Je vis défiler, dans une brume irréelle, des silhouettes armées, leurs visages flous, leurs uniformes en lambeaux. Aucun mot ne sortait de leurs lèvres, mais leur silence me paraissait plus accablant que n'importe quel cri. Ils passaient devant moi comme une armée d'ombre, témoins muets d'une vérité qui ne serait jamais entièrement révélée. L'ombre protégeait les vivants. Trop de lumière détruirait plus sûrement que l'obscurité. Je fus frappé par le poids de ces paroles. Holmes, que j'avais toujours vu traquer la vérité avec une ténacité implacable, reconnaissait ici la nécessité de retenir sa main. Il me sembla alors que son génie ne résidait pas seulement dans l'art de déduire, mais aussi dans celui, plus rare encore, de savoir s'arrêter. Je sortis enfin, le cœur alourdi par ces confidences, songeant que la vérité, comme la médecine, pouvait parfois guérir ou tuer. Il est des affaires qui laissent derrière elles moins une certitude qu'un parfum de doute persistant, semblable à un écho lointain dans les couloirs de la mémoire. Les faits semblent clore le mystère, mais un détail, une ombre fugitive, continue de hanter mes pensées, comme si la vérité complète s'était volontairement soustraite à la lumière. Et vous, croyez-vous que la vérité révélée fut la seule possible, ou qu'un autre fil secret demeure encore dissimulé dans l'ombre de cette affaire? Dites-le-moi en commentaire. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'oubliez pas d'y laisser votre empreinte. Un simple like, un mot partagé en commentaire, l'envie de transmettre ce récit autour de vous. Et pourquoi pas vous abonner pour suivre d'autres mystères.